ceux qui veulent notre perte, ça les rend dingues qu'on soit insubmersible. Ça les rend dingues qu'on soit éternel. On est éternel, mais quand on est en France, on est quand même en danger. Ici aussi, on est en danger. Mais on est chez nous. Et on peut se défendre. Rav David Zenou, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, au Moshav Shalva, dont vous êtes Rav. Voilà. Alors un Rav particulier parce que vous faites énormément de choses. Là, on vous voit en militaire, donc on imagine que vous avez été mobilisé depuis le 7 octobre, c'est ça? Depuis Simchat Torah, mobilisé. Et depuis, on y est. Et là, j'ai la chance aujourd'hui d'être à la maison. Ça arrive pas tous les jours, donc on profite. Pourquoi vous êtes monté en Israël il y a déjà un bon nombre d'années? Ça fait 33 ans que je suis monté en Israël. Alors, on va dire que j'ai eu une éducation familiale très sioniste et très religieuse, de mon père Zechron Livracha, Pierre Zenou, pour ceux qui connaissent, et ma mère. Donc, c'était évident qu'on allait monter en Israël. L'amour d'Israël, on venait tous les ans, 2-3 fois par an, même 4 fois en Israël en vacances. Je parlais hébreu correctement quand je suis monté en Israël déjà. C'était une évidence. Si j'avais dit que je ne vais pas monter en Israël, j'aurais stupéfait la famille. Donc c'était vraiment l'inverse. Tu as trouvé ta place tout de suite? Depuis la France, je me suis inscrit à la yeshiva. C'est-à-dire que quand j'étais en terminale, j'ai déjà fait une demande pour être à la yeshiva. J'ai été dans 2 yeshivot différentes. Au bout du compte, j'ai étudié à la yeshiva de Ma'ale Adumim, du Rav Abenovitch. Donc j'ai étudié là-bas 10 ans et je me suis inscrit déjà depuis la France. Donc c'était une yeshiva TSDR où je savais depuis la France que j'allais faire un an d'yeshiva, un an d'armée et un an de shlichut que j'ai fait pour le Bnei Akiva et à la yeshiva du Rav Shaul David. À l'époque, c'était donc à sa mort. Donc c'était une évidence pour moi. C'était le plan de devenir rabbin? Non, pas de devenir rabbin. C'était le plan d'étudier la Torah. C'était le plan d'aller à l'armée. C'était le plan de faire shlichut. Enfin, il y a une indication de shlichut, disons, de s'occuper des autres, s'occuper des juifs des juifs de France, enfin en général. Donc c'était vraiment une application de l'éducation vraiment que j'ai reçue. C'était clair. Mais disons de fil en aiguille, j'ai étudié la yeshiva. J'ai étudié le diplôme de professeur de Kodesh et de pensée juive. Et j'ai fait les examens de rabbinat, 1, 2, 3 chaque année. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fini le rabbinat. J'ai fait rabbin de Moshav, rabbin de ville. J'ai tout fini, tous les mifranim. Et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis c'était clair pour moi que c'est mon cursus, côté éducation et rabbinat. Je sais pas encore comment je vais le faire. C'était ce que tu voulais faire. Alors, aujourd'hui, on te voit habillé en militaire, tu continues de faire tes périodes de réserve, alors que on peut dévoiler ton âge, hein, c'est pas un secret. Je crois que tu as 51 ans. 51 ans, exactement. T'es plus obligé de faire ça. Ouais, je suis plus obligé depuis déjà un bon bout de temps. J'ai commencé les Milouim en 93, 94, et en fait depuis 2003 où je suis rabbin d'un moshav, d'un village, je suis en fait déjà exempté. Depuis qu'on a déjà 6 enfants, je suis aussi exempté. Depuis que j'ai 40 ans, je suis exempté, donc je suis exempté x3. Chaque année, je dois signer que je continue. Mais, comment dire, d'abord le sionisme, l'armée, j'aime l'armée, enfin j'aime le côté, l'amitié qu'il y a à l'armée, le fait même de savoir que l'armée c'est vraiment un moment où même quand on fait pas grand-chose, on est pour le peuple juif par essence, par l'endroit où on est déjà. C'est-à-dire que c'est vraiment la symbolique du sionisme et du retour en Israël après l'exil. Donc c'est un truc qui est très important. Et donc chaque fois je dis à tous mes copains qui sont à l'armée, tant que je suis en bonne forme, tant qu'on est prêt à me recevoir, je continue à faire et je fais comme tout le monde. On m'a proposé de faire rabbin à l'armée, enfin donc d'avoir un rôle de rabbin dans l'armée. J'ai toujours refusé. Je suis combattant à l'armée. J'ai une arme qui me permet de tirer de très bonne manière. Je mords la poussière comme tout le monde, je me roule dans la poussière, je me mouille, je fais comme tout le monde, comme les jeunes de 25 ans. Alors Golani, puisque c'est ton unité, a payé un très cher prix depuis le 7 octobre. J'ai les larmes qui me viennent aux yeux, vraiment. Quand je suis revenu la semaine dernière, je suis remonté dans le nord, puisque je suis dans le nord, je me suis arrêté au sommet de Golani, donc j'ai fait un détour, et j'ai arrêté la voiture, je suis sorti, et j'ai fait Teilim pour les Chayalim, parce que les Golani, en fait, c'est... moi, je suis mon doute, c'est le numéro 12. Il y a le 12, 13, 51. 51, il en a pris. C'est mon âge en plus. Il en a pris un gros morceau. Ça m'a fait de la peine. Donc, j'ai senti vraiment le besoin, sous le retour, donc la semaine dernière, de m'arrêter au sommet de Golani, là où il y a donc le musée de Golani, et de me recueillir, de faire un peu Teilim, et de continuer ma route là-bas. C'était évident pour toi, le 7 octobre, de rejoindre ton unité? Oui, alors la vérité, je me demandais comment ça s'est passé. Donc, moi, je suis Rav de mon Moshav. Je suis arrivé à la Tfila, à la prière, à 5h30 du matin, pour prier tôt. La prière est très longue, on divise il y a une petite prière tôt, pas tôt, enfin, donc c'est un morceau qui dure 7-8 heures sur place. Et puis au milieu de la prière, donc déjà, il y avait donc les alarmes, enfin bon,
sans passer tous les trucs, on a coupé la prière au milieu et je suis rentré en courant à la maison. Dès que je suis arrivé, j'ai tout de suite ouvert mon téléphone, mon portable, pour voir le WhatsApp de mon unité. Et il y avait déjà qu'il fallait être prêt déjà, qu'on allait sûrement être appelé bientôt. Et une demi-heure après, on était appelé. On a juste mangé. Pendant qu'on mangeait, je faisais mon sac. Et puis j'ai filé à 1h de l'après-midi, j'étais déjà dans la voiture. J'avais déjà fixé avec quelqu'un un rendez-vous que j'ai pris en trimp. Alors qu'on est Shabbat, Simchat Torah, et on fait des téléphonimes, etc. Et on a roulé, donc depuis là, je suis dans le sud, donc jusque dans le nord, jusqu'à peu près à Tzfat, là où on a notre base, là où il y a tout notre équipement. Donc 2-3 heures de route. On voyait sur la route, c'était magnifique de voir. Dommage qu'on ne peut pas le filmer. De voir tellement de personnes qui roulent sur la route, des bars, des tzitziot, des gens des religions. Et je me suis arrêté prendre de l'essence, j'avais pas d'essence. Donc je me suis arrêté prendre de l'essence Shabbat. C'est un truc, qui aurait cru que je l'aurais fait. Et pourtant, je m'arrête, je vois autant de gens que moi, tous des gens, beaucoup de religieux qui se sont arrêtés aussi, prendre l'essence, prendre un café, pour se préparer. Donc c'était une évidence, quoi. C'est pour ça qu'on est là. Tu aurais imaginé un jour de voir, non seulement faire l'armée, mais aussi faire la guerre. Je sais que tu en as déjà fait d'autres, mais celle-ci, elle est quand même particulière. Elle est particulière. C'est mon 5e Tzaf Shmoné, mon 5e appel d'alarme. En 2006 aussi, j'y étais. C'était aussi la deuxième guerre du Liban. J'ai fait 28 jours. On était aussi dans le Nord, même chose. C'est quand même différent, parce que là, on a pris une raclée le 7 octobre, un truc de dingue qu'on n'aurait jamais pu imaginer. Et on a vu tout d'un coup le peuple juif qui s'est relié, réunifié. Tout d'un coup, il y avait tout le monde pense presque la même chose, c'est-à-dire que, disons, pendant au moins un mois, tout le monde pensait la même chose dans tout le peuple juif pratiquement. Un truc vraiment incroyable. Tout le monde a au moins un ami ou un de sa famille qui a été tué ou qui a été blessé de manière très dramatique. C'est-à-dire que tout le monde est vraiment impliqué, tout le monde est triste, tout le monde pense à quelqu'un, tout le monde dit celui-là, je connais mon voisin. J'ai jamais connu ça. On parle souvent de solidarité en Israël, mais là, on a l'impression qu'on a encore monté d'un cran. Ouais, totalement. Là, c'est vraiment, on sent vraiment qu'on est ensemble. C'est-à-dire qu'on sent vraiment que tout le monde est tous pour un. C'est vraiment, on est vraiment ensemble. On est vraiment d'accord pour ce qu'il faut faire, pour ce qu'il faut pas faire. La dispute politique habituelle, elle est passée en 3e, 4e plan. Je dirais pour l'instant, ça va revenir. Et les Juifs, ils ont toujours de la force pour s'y remettre. Mais oui, là, on y est vraiment. On sent vraiment qu'on est tous d'accord. On n'a pas vraiment de discussion autre que autour de ça, et on est vraiment liés. Est-ce que quand on a un parcours comme le tien, qu'on vient de France, d'un autre pays, une autre culture, bien qu'on ait grandi ici et évolué ici, on se retrouve à l'armée avec des jeunes de 18 ans, ou des jeunes, peut-être des gens un petit peu plus âgés. Ouais. Est-ce qu'on a un rôle spécial, même si tu es combattant, tu es quand même rabbin? Il est évident que, vu mon âge, la majorité des gens de mon unité, ils sont plus jeunes que mes plus grands enfants, donc ça pourrait être mes enfants. Mon Mefaked, il pourrait être mon fils au niveau de l'âge, donc c'est clair qu'il y a une différence, ne serait-ce qu'à l'âge. Je suis 30 ans en Milouim, il y en a beaucoup qui ont moins de 30 ans, et en plus je suis rabbin. On me regarde, c'est-à-dire que j'ai un rôle qui est plus important, non seulement si je cours plus que les autres, il peut dire, mais lui, voilà, il a 51 ans, il court. Et on peut pas il se roule dans la terre, on va pas nous le faire, on va le faire aussi. Donc, déjà, ça a un rôle en soi. Et à part ça, et en plus, c'est un rabbin. Pas dans le sens rabbin du côté honorable, mais du côté, c'est la Torah. C'est-à-dire que moi, je sens que c'est la possibilité de faire la Torah, c'est-à-dire d'étudier la Torah et d'appliquer la Torah, et que le fait qu'on étudie la Torah et qu'on a un métier qui est dans le monde, disons, rabbinique, c'est pas opposé au fait qu'on soit entièrement dans le monde de l'armée, d'aider les autres, dans la bouillabaisse, vraiment dans le froid, etc. Non, au contraire, on allie les uns les autres. Tous ceux qui sont dans les chivots, qui savent qu'à l'armée, un des avantages, c'est qu'on peut étudier beaucoup. Enfin, ça dépend des situations, mais on a des situations où on peut étudier pas mal. J'ai étudié beaucoup, et donc ils me voient étudier, et je pense que c'est un rôle. Les gens, ils voient, voilà quelqu'un, voilà un rabbin, on a un rabbin qui est chez nous, on le voit étudier, on le voit répondre à des questions de halakha. C'est important pour toi personnellement d'être un espèce d'exemple, ou c'est quelque chose qui te vient naturellement, c'est une mission pour toi, c'est quoi? Les trois. C'est tout. C'est-à-dire que le jour où je me rendais compte que j'ai aucune influence dans le groupe où je suis de mon unité, je pense que je quitterais. C'est-à-dire que le fait que je sois capable de rester techniquement, au niveau du physique, physiologiquement, c'est une chose, mais l'influence que j'ai ou la place que j'ai pour montrer qu'on peut allier le spirituel avec le matériel, c'est aussi une raison très
très important du fait que je sois là. Et plus que ça, en tant que rabbin d'un moshav, tout le moshav sait que je suis à l'armée et ils sont fiers. Ils peuvent frimer presque. Notre Rav, ben il combat. Moi, d'abord, ça me fait plaisir. Mais plus que plaisir, je pense que c'est très important. Ça, c'est un peu la gava, c'est l'orgueil national. Notre rabbin qui est un travail spirituel, il est aussi dans le côté matériel et il est combattant. Il n'est pas à l'arrière. Je pense que c'est important. C'est le vrai plaisir de sentir qu'on fait une chose qui est bien, qui est correcte et qui est comme, je disais ça dans mon moshav, Dieu aurait fait like. Dieu, je pense qu'il aurait fait like. Je pense qu'on fait ce qu'il faut faire. Je sais pas si je le fais suffisamment bien. Sûrement on peut faire beaucoup mieux, mais je pense que c'est bien de faire ça. C'est ça qu'Hachem voudrait qu'on fasse. C'est quoi le secret de David Zenou? Comment tu tiens physiquement à ton âge à l'armée? Ma femme Noémie, c'est la première chose, c'est évident. Enfin, ma famille, bon, je l'ai pas dit, mais enfin, on a 7 filles, 2 mariées, j'ai 6 petits-enfants. Donc c'est toute la famille familiale. Elle me soutient sur 10 000 choses. Physiquement, je fais du sport, je fais beaucoup de sport. Je cours beaucoup, je suis ultra trailer, c'est-à-dire que je cours des 100 km. Je fais des courses de 100 km, 80 km dans la montagne. J'étudie pendant que je cours, j'étudie la Gemara quand je cours, j'ai des Ozniot, et des fois avec des livres. Donc j'ai toute une chita, tout un système pour étudier en courant, en lisant ou en courant, en écoutant. C'est un truc aussi un peu original, un peu de malade. J'adore courir. Des 10 heures et des heures, je peux courir 5 heures, 6 heures, 7 heures sans aucun problème. Enfin, voilà, donc je suis en forme. Alors, tu parlais de ta femme. On parle beaucoup du 3e front. Ouais. Celles qui sont à la maison, qui c'est continuent pas de travailler, qui tiennent tout. Ouais, elles tiennent tout. Alors nous, quand on est à l'armée, avec le temps, ça fait déjà 82, 83 jours, on n'est plus dans le coup. On rentre, quand on rentre pour 2-3 jours, là c'est la première fois que je rentre tellement de temps, 5-6 jours suivis. En général, je rentre 2-3 jours, je suis encore un invité. C'est-à-dire que je reviens, je débarque, et je repars déjà le lendemain, c'est-à-dire que j'ai pas le temps de vraiment être dans le coup. Donc celle qui tiennent tout, elle fait tout, elle travaille, elle est ingénieure. Et il y a la maison, les enfants, les trucs à l'école, les ateliers, aller chez le dentiste, enfin, il y a tout. Et elle fait tout. Vraiment, c'est sûr que c'est très dur. Et des fois, la charge mentale, elle est énorme. Alors on essaie d'aider depuis que je suis là depuis hier, j'essaie de remplir, de faire beaucoup de choses techniques, de finir, mais au bout du compte, c'est grâce à elle que ça tient. Et si elle n'était pas là, toutes les femmes des combattants, on tiendrait pas. Je sais qu'elle fait tout ce qu'il faut faire, donc je suis tranquille là où je suis. Et c'est clair qu'en fait, c'est beaucoup plus dur d'être ici, à la maison, à faire tout le reste, que être dans le nord ou dans le sud ou à Gaza à combattre. C'est un autre genre de difficulté, mais au bout du compte, c'est quand même, je pense que c'est quand même plus dur d'être à la maison. Quand tu regardes ton parcours, tout ce que tu as fait, tout ce que tu as apporté à cette nation que tu aimes tant, comment tu vois l'avenir d'Israël? Rose, très bien. Les difficultés sont là, mais le peuple juif va de l'avant. Tout avance, c'est-à-dire que tout le système, toutes les différences qui entre les groupes qui sont plus sionistes, moins sionistes, plus religieux, moins religieux, plus comme ça, plus de gauche et de droite. Au bout du compte, voilà, on s'en rend compte maintenant. On arrive à se retrouver. C'est vrai qu'il y a des extrêmes qui sont toujours là, mais les extrêmes, j'ai l'impression qu'elles diminuent en quantité. Elles s'extrémisent plus, mais elles sont plus petites. Et le gros reste vers l'intérieur, vers le centre. C'est-à-dire qu'au bout du compte, on avance pour les mêmes idées, et on est tous là pour la même chose, et on attend tous de vivre bien en Israël, avec ce qu'on croit, avec la Torah, avec les mitzvot, avec le peuple juif qui est là pour aider les uns les autres, être ce qu'on appelle la lumière pour le monde, pour nous-mêmes, être des gens bien, aider le voisin, aider les autres. Je sens qu'on est avec toutes les difficultés, on avance dans ce système-là. Moi, je vois ça dans mon moshav. Ça fait 20 ans que je suis là-bas. On a bougé sur ce point-là incroyable. Moi, je vois mon rôle en tant que rabbin, pas seulement spirituel. Enfin, je vois que le spirituel du rabbin, c'est pas seulement la prière ou l'étude, c'est le travail social. Ce travail à moi, c'est le travail social dans ma communauté. C'est ça qui m'intéresse le plus. Alors, il y a évidemment le côté spirituel, mais c'est ça le spirituel. On soit ensemble, tous, qu'on s'aide. C'est ça ce que tu aimes en Israël? C'est ce qui t'a attiré ici, qui fait que tu restes ici? C'est quoi? Tout. La terre elle-même, les gens, les amis, le peuple juif, le fait qu'on soit avec Yerushalayim, Bakdoucha, enfin, c'est plein de paramètres, c'est plein de choses qui sont ensemble. Je sais même pas quel est le point que je pourrais dire. C'est tout l'ensemble
qui fait que moi je suis très émotionnel, que je peux être, je m'émotive devant des fleurs dans le Nord. On a dû faire il y a 3 jours une marche, avec toute la Marlaka, toute notre unité, dans un endroit qui est un peu embêtant au niveau de l'armée. C'est un endroit qui en temps normal est un endroit où on fait des excursions. Et je l'ai déjà fait cette excursion-là, je l'ai fait il y a 1 an, et donc je n'arrêtais pas de dire aux gens qui sont avec moi, on est avec les armes et les casques d'or, je dis, vous vous rendez compte, je me suis baladé ici il y a 1 an, avec la famille, là je suis habillé avec tout le complet, mais ça m'émotive de me retrouver à refaire le même chemin, en hiver, avec une autre vision, chercher des choses qu'il faut, des cibles. Ouais, mais je sens que c'est quand même la mise, c'est-à-dire que les choses se compliquent. Il y a 1 an, je suis baladé pour le plaisir, et là je me balade pour le peuple juif. Le même endroit, et moi ça m'émotive, ça me fait quelque chose. Et je sens que c'est ça qu'on arrive à lier l'un à l'autre. C'est qu'on a les trucs personnels avec le truc national qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et c'est un truc qui est fantastique. Et je pense que c'est que le peuple juif qui est comme ça, qui a ça à ce point-là. On n'aurait pas pensé il y a à peu près il y a 1 an ou 2 qu'on aurait une guerre à mener pour l'existence d'Israël. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est ce qu'on a ressenti le début. Maintenant, je pense que ça s'est un peu calmé. On ressent un peu moins parce qu'on s'est habitué, comme tout. Mais oui, je pense qu'on sent que si on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire et à laisser passer nos ennemis à continuer à faire ce qu'ils veulent faire, on est en vraie question existentielle. Est-ce qu'on peut continuer à vivre ici comme on peut pas continuer? On est obligé, on doit changer la disquette, on doit changer le système. Je sens que c'est vraiment, je pense que c'est un ressenti général. Alors on voit justement en Israël beaucoup de questionnements sur le fait de ne plus pouvoir vivre comme avant, d'essayer de réfléchir autrement, de changer les paramètres. Est-ce que tu penses que les Juifs de diaspora doivent faire le même changement, passer par le même processus que nous? Donc monter en Israël. J'ai rien dit. Les Juifs de diaspora doivent de toutes les façons monter en Israël. On le dit tout le temps, tout le monde le sait, c'est pas moi qui le dis, c'est la Torah qui le dit, enfin c'est des trucs tout bêtes, mais ce qu'on a ressenti maintenant, et je pense qu'on a ressenti ça vraiment j'ai beaucoup d'amis en France, on est en lien presque journalier, ça revient tout le temps. Même ceux qui croyaient qu'ils étaient suffisamment loin du judaïsme, ou suffisamment, on va dire, français, pour ceux qui habitent en France ou en Suisse ou aux États-Unis, chacun selon ce qu'il a choisi, l'histoire te court après, c'est-à-dire que elle est galopante. Tu restes juif, quoi qu'il en soit, et on te cherche, et on veut pas que tu sois là, et on veut que tu sois, et au bout du compte, tu ne peux être qu'en Israël. Alors on peut aussi être en France, ici et là, mais le peuple juif, il doit être en Israël, c'est sa place. En gros, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très bien aussi en France. Il y en a qui se aident beaucoup. On a des amis français, donc non juifs, qui nous envoient chaque fois des mots en WhatsApp de soutien, etc. Donc il y en a, évidemment qu'il y en a. Mais il y en a tellement, mais ils nous haïssent. Le Talmud disait déjà, sur Esav, Beyadoua chez Esav, Sonnet Yaakov, et tout le monde sait, il est connu que Esav déteste Yaakov. Virgule. Et il est connu aussi que Ishmaël déteste Yaakov. C'est-à-dire que j'ai fait une trentaine de vidéos depuis le début de la guerre, en français, et au début, les 10 premières au moins, je finissais mes vidéos de la manière. Je disais toujours, le peuple juif est insubmersible. C'est ça qui énerve. Ceux qui veulent notre perte, il y en a tellement dans le monde, ça les rend dingues qu'on soit insubmersible. Ça les rend dingues qu'on soit éternel. Mais on est éternel, mais quand on est en France, ou autrement, on est quand même en danger. Ici aussi, on est en danger. Mais on est chez nous, et on peut se défendre. Et en France, quand même un peu moins. Alors, on a des amis qui font la LIA. Il n'y a pas d'autre solution au bout du compte. Pour la majorité de monter, c'est la LIA, c'est dur, c'est pas facile, surtout quand on est déjà avec le travail, etc. Mais il faut y penser, il faut voir comment on s'organise. Alors, quand on vous regarde, quand je vous entends, j'ai vu tout à l'heure un tableau avec la tirade de Cyrano de Bergerac. Que j'ai offert à ma femme pour son anniversaire l'année dernière. Exactement, d'Edmond Rostand. C'est saisissant le contraste. Vous êtes amoureux de la culture française et en même temps amoureux d'Israël et du peuple juif. On peut être les deux? Je pense que oui. La culture en général, beaucoup de choses m'intéressent, aussi ma femme, et je pense que j'aime beaucoup les contrastes. Je prends plaisir à être rabbin et ultra-trailer, et je prends plaisir à avoir une bibliothèque remplie de livres de Kodesh, avec des livres de littérature et de philosophie, et de faire des drachot, donc des sermons à la synagogue, où je donne des sources qui sont donc de Torah, avec des sources qui sont
de science-fiction, de Asimov ou de Van Vogt et des sources de littérature française. Et je pense que en prenant chaque fois les idées, parce qu'il y a des idées, des gens qu'ils soient juifs ou non juifs, ils ont dit des idées, il y a des belles phrases, il y a des belles choses. Évidemment, on prend les bonnes choses, on prend pas les mauvaises. On est capable de prendre des choses qui sont autour de nous. On n'a pas. J'ai vécu 18 ans en France, j'ai eu le bac en France. Je pense que j'ai plus étudié la culture française depuis que je suis en Israël. Par rapport à la France, j'achète des bouquins en France. Jusqu'à aujourd'hui, de Amazon, je me fais amener des bouquins en France qui m'intéressent, toutes sortes. Je pense que c'est intéressant, pourquoi pas. C'est parce qu'on est un peuple un peu compliqué, complexe, loin des stéréotypes qu'on intrigue tellement, qu'on énerve tellement. Je pense qu'on est. Il y a ceux qui nous adorent. Qui nous adorent, comme les Coréens, enfin, c'est ce qu'on dit en tout cas, qui lisent le Talmud Bavli, le Talmud. Et il y a ceux qui sont admiratifs, mais qui sont énervés. C'est ceux qui ont écrit les trucs de Sion, là, les sages de Sion, ou la fameuse blague, on lit que les Juifs, ils ont conquis le monde, ce qui n'est pas vrai. Mais d'un autre côté, les Juifs ont toujours cherché à aider les autres, et leur pays aussi, qu'ils se soient là où ils étaient en exil, donc ils ont inventé tellement de choses. Le pourcentage de choses inventées par les Juifs est énorme par rapport à d'autres pays, à d'autres peuples. On est toujours intéressé à trouver des solutions, à aider les autres, à avancer dans le monde. Et c'est vrai que ça énerve parce que on devrait être ceux qui dérangent et en fait on arrange. Et c'est encore plus énervant que ceux qu'on n'aime pas. C'est eux qui nous aident tellement. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter, Rav David Zono? D'avoir la force, avec l'aide de Dieu, de continuer à faire des bonnes choses. Ce qui est bon, ce qui est une mauvaise chose d'arrêter, de continuer avec ma communauté, qui est pour moi le plus important dans ma vie, c'est ma communauté. Enfin, ma famille évidemment, mais je parle à part la famille. On peut dire que transmettre, c'est ça le but de votre vie. Ouais, le chinois, l'éducation, être un modèle, enfin, ce que je pense et j'espère, sans tomber dans le mauvais orgueil, mais plutôt dans le plaisir, dans la joie de faire les choses bien et de faire plaisir aux autres.